Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois JC Justet. Encore une fois, on avait fait une vidéo il y a 4 ans. Il nous parlait de son job. Aujourd'hui, il va nous parler de 3 livres précieux des années 30 du karaté, des livres qui n'ont jamais été traduits en français et quasiment pas même dans d'autres langues. Allez, c'est parti, place au générique. Et voilà, maintenant, on va le recevoir avec nous et il nous attend. Salut JC, comment tu vas? Eh oui, je suis là. Eh Salut ouais, Lionel, comment ça va? eh Bonjour à ben, ça va, tous. ça va. En tout cas, ça me fait super plaisir de te recevoir là en live avec moi parce que ça faisait quand même 4 ans qu'on ne s'était pas fait un live ensemble. C'est la dernière fois qu'on Comme tu était dis, ensemble, c'était il y a 4 ans. Donc, les moyens le techniques temps ont un passe. peu évolué et puis ça devrait Tout. bien se passer. Ouais. Bon, Ouais. aujourd'hui, on parle de quoi alors? Ah bah déjà, je suis très content d'être avec toi Lionel. Je suis très content Ouais. d'être avec tes abonnés et avec ceux qui te suivent. Eh ben, aujourd'hui, on va parler de choses puisqu'il y a pas mal de pratiquants, je sais, ils s'intéressent un peu au passé, enfin au passé en tout cas, à l'histoire, eh bien, de leur art martial, du karaté. Aujourd'hui, on va parler de 3 livres qui sont sortis, on va dire, en l'espace de 10 ans, quoi. Donc, entre 1900, on va dire 1930 même, en fait, c'est 1930 et 1938. Donc, il y a un livre de Mabuni. Mabuni, on l'oublie souvent, il a publié quand même 3 livres. Hmm. C'est quasiment autant que Funakoshi. Funakoshi aussi, hein, lui c'est même plutôt 4-5, mais bon, voilà. Mais Mabuni, quand même, hein, même dans le monde occidental, on le connaît bien, mais malheureusement, ses livres sont pas traduits, sont pas Hmm. publiés. Donc, je me suis dit, tiens, on va parler justement, ça c'est le dernier livre en fait qu'il a fait en 1938. Il en a fait 2 avant, en 1934. Et on va aussi parler de Karate-do Taikan. Donc, Karate-do Taikan, c'est l'encyclopédie du karaté. C'est un ouvrage collectif qui a été dirigé par Nakasone Genwa. On va aussi parler un peu de Nakasone parce que c'est un personnage très important dans la formation du karaté, on va dire, dans les années 20 et les années 30. Et puis, on va commencer par parler, puisqu'on va faire ça par ordre chronologique, par un livre qui est sorti en 1930 qui s'appelle Kempo Gaisetsu et qui a été donc écrit par 2 jeunes Tokyoïtes. Donc là, c'est pas des Okinawanais. 2 jeunes Tokyoïtes donc qui s'appellent Mutsu Mizuho, mais son vrai nom en fait c'est Takada. Donc moi, dans mes bouquins, souvent il apparaît sous le nom de Takada, mais on le connaît aussi sous le nom de Mutsu. Et puis son camarade qui s'appelle Miki Jisaburo. Donc, ils ont fait ce livre qui s'intitule Kempo Gaisetsu en 1930. On va parler de tout ça. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. C'est excellent, c'est superbe. Et dis-moi, avant de recommencer un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas trop, bon, c'est maintenant, je parle régulièrement de toi, de tes ouvrages et de tout ce que tu fais pour le monde des arts martiaux, pour la culture, pour l'histoire, pour que les gens puissent avoir accès à cette culture, Mhm. etc. Mais est-ce que tu peux nous raconter rapidement ce que tu as fait? Bon, on en a déjà parlé dans la précédente interview, donc je vous mettrai le Il y a lien bien juste en longtemps. haut. Donc, juste en haut pour pouvoir le cliquer et aller revoir ou l'écouter en format podcast. Mais rapidement, est-ce que tu peux nous faire une petite introduction de qui est JC Juster, Jean-Charles Juster, c'est qui? Vaste question, Lionel, vaste question. Alors, moi, comme toi, hein, je suis tombé dans le karaté quand j'étais gamin. Toujours la même histoire, les films, tout ce qu'il y avait autour, les mangas, les choses comme ça. Donc, j'ai commencé par le karaté Shotokai, en fait, quand j'avais 11 ans. Et puis, je suis resté dans le Shotokai environ 10 ans, un peu plus. Et puis, je suis parti à Okinawa pour mes études. Et donc, quand j'étais à Okinawa pour mes études, bah forcément, je suis allé voir divers types de karaté. Et il y en avait pas, ça me plaisait pas vraiment. Il y avait pas, j'ai quand même essayé pas mal de trucs, Okinawa Kempo, Goju-ryu. Et puis ça me plaisait pas. Et puis j'ai découvert un petit dojo de Kōnan Ryu. Alors Kōnan Ryu, on peut dire, c'est une dissidence de l'Uechi Ryu, Hmm. que les gens connaissent bien en France, grâce à toi notamment, puisque tu as quand même fait des vidéos avec Shimabukuro Sensei.
Mhm. Donc, j'ai découvert l'école Conan. Ça fait, on est en 2023, ça fait 15 ans, je sais pas, quelque chose comme ça. Et donc, depuis 15 ans, je pratique donc le karaté uechi, donc la Conan Ryu, et les Okinawa Kobudo, donc de Matayoshi Shimpo. Puisque la Conan Ryu a cette particularité, c'est que on fait, pour ce qui est à main nue, donc le karaté, on va dire uechi, et on pratique aussi les armes, donc Okinawa Kobudo, donc dit aussi Matayoshi Kobudo. Voilà. Donc après avoir appris tout ça à Okinawa, je me suis dit que de toute façon, il fallait aussi transmettre ça en France. Donc moi, je fonctionne de façon, on va dire, en stage. On peut me contacter donc pour m'inviter pour faire des stages, donc sur une après-midi, sur 2 jours, sur 3 jours. Et puis je fais aussi pas mal de cours en ligne parce qu'avec le confinement, les gens sont restés un moment coincés. Tout le monde a commencé à s'équiper en webcam, choses comme ça. Puis ça marche très bien. Il y a beaucoup de gens justement qui me contactent pour avoir justement un enseignement complémentaire. C'est beaucoup de gens qui sont Shotokan depuis très longtemps ou qui sont Shito depuis très longtemps, mais qui veulent faire des choses différentes, peut-être un petit peu plus traditionnelles. Donc en complément de leur pratique, beaucoup prennent des cours en ligne avec moi. Voilà, c'est mon activité. Puis à côté de ça, tu le disais, en tout cas, j'essaye de faire beaucoup pour la communauté francophone du karaté en publiant des bouquins liés, on va dire, au fondement du karaté moderne, donc à partir des années 1910-1920, en traduisant les textes qui ne sont pas traduits en français. Par exemple, les livres de Motobu. J'ai traduit les 2 bouquins de Motobu. Oui, je sais que tu l'as. Ouais, moi aussi, je les ai sortis. Et celui-là aussi, voilà. Celui-là, moi, c'est comme je lui disais, c'est un de mes chouchous. Lui, c'est le pavé, lui. Ouais. C'est ça. Il se prend tranquillement. Il faut prendre son temps pour le lire. De toute façon. C'est quelque chose qui doit comme ça. Ouais, faut s'en imprégner de lui. Hein. C'est ça. Et puis, il y a des livres aussi de traduction de textes, parce qu'il faut savoir, il y avait une activité quand même éditoriale très forte à Okinawa dans les années 20, les années 30. Et en fait, les maîtres de l'époque, on les invitait à écrire dans les quotidiens. Donc, comme maintenant, je sais pas, on aurait Le Monde ou Le Figaro, avec Lavorato ou je sais pas, qui écrit dedans un article. Lui, Funakoshi, il écrivait dans un quotidien d'Okinawa. Donc, c'est pratique. Il y a les archives à Okinawa. Il suffit de chercher et on trouve des textes inédits. Pareil pour Mabuni, par exemple. Dans celui-là, il y a 2 textes de Mabuni qui sont complètement inédits et qu'on ne connaît même pas au Japon, parce que c'est des trucs qui dormaient dans les archives, quoi. Il y a aussi 2 textes de Funakoshi et il y a même un texte du fils de Funakoshi, de Gigo, qu'on connaît en Occident sous le nom de Yoshitaka. Donc voilà, donc je fais tout ça, je suis quelqu'un qui fouille, qui traduit, qui commente, parce que bon, faire les traductions c'est bien, mais on parle de choses de 1920, 1930, à l'autre bout du continent eurasiatique. Voilà, si on traduit seulement le texte comme ça, les gens comprennent pas forcément en fait ce qu'il y a écrit. Donc moi, c'est mon boulot aussi en tant qu'universitaire. Il faut faire des commentaires pour que les gens comprennent, pour remettre ça dans le contexte. Et puis c'est comme ça que je pense qu'il y aura une meilleure compréhension du karaté okinawanais des années 20-30, qui a donné ensuite le karaté japonais dans les années 50, et puis qui a commencé à arriver chez nous dans les années 60-70, et puis on en est là maintenant en 2023, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis, comme tu disais, ces commentaires, ces annotations que tu fais, je le dis tout le temps, c'est le texte, il est sublimé par ces commentaires parce que ça permet de vraiment comprendre aussi la culture qui gravite autour. Donc, comment on pouvait se permettre à un certain moment de pouvoir dire certaines choses et qu'on ne pouvait pas. Donc, il y avait ce côté culturel est super important parce que et puis en plus, on n'a pas les mêmes codes, que ce soit en Europe et en Asie. Donc, c'est important. Exactement. C'est super important. Et donc, on va commencer donc, avec ce premier livre avec Miki Takada, donc, écrit dans les années 30. Donc, il a été écrit par 2 jeunes Tokyoïtes. Qu'est-ce qui les a amenés à écrire comme ça? C'est des livres des jeunes Tokyoïtes. Alors, en fait, c'est bien entendu, c'est pas n'importe qui, hein. C'était en fait des étudiants
donc de l'université de Tokyo. Alors l'université, si vous lisez un peu de temps en temps les choses sur le karaté, on parle aussi de l'université impériale. Mais c'est normal, c'était du temps où le Japon était un empire. Un empire voilà, qui faisait de l'expansionnisme. Maintenant, le Japon a un peu mis tout ça de côté. Donc maintenant, c'est tout simplement l'université de Tokyo. Donc l'université de Tokyo avait un club de karaté très très fort quand même, très très important, avec Funakoshi à sa tête. Donc c'était des jeunes qui avaient commencé le karaté avec Funakoshi et qui se sont dit, ah, Funakoshi Sensei, il est d'Okinawa, faut peut-être au fait qu'on aille à Okinawa voir ce qui se passe. Donc ils ont pris le bateau, parce que je me rappelle, pour aller à Okinawa à cette époque-là, c'était le bateau, hein. Et puis ça durait quand même, ça durait un certain temps la traversée. Ils arrivent à Naha et ils rencontrent comme ça en fait tous les maîtres, on peut dire tous les collègues de Funakoshi, les Kyon Shotoku, les Yabukensu, et ils s'entraînent avec eux, ils leur posent des questions, ils regardent comment est-ce qu'ils font leur kata. Par exemple, dans le livre, on va donner comme ça des photos en post-production. Il y a des illustrations. En fait, ces jeunes, ils ont regardé Kiang faire le kata, ils ont noté comment est-ce qu'on fait le kata, et ensuite, par dessin, le kata est reproduit. Donc, on a quand même une trace donc, de 1929, puisqu'ils sont allés à Okinawa en 1929. Le livre date de 1930, mais ils sont allés à Okinawa en 1929. Enfin, je veux dire, en 1929. Mabuni venait juste d'arriver à Tokyo en 1929. Hein. On est vraiment, il n'y avait rien. Il y avait Funakoshi, il y avait Motobu, et il y avait Uechi qui faisait les choses un petit peu de façon clandestine à Wakayama. Et Mabuni venait juste d'arriver. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont à Naha et puis bon, à Shuri, tout ça, pour voir qu'est-ce que c'est que le karaté, quoi. Ah, il y avait péniblement 2-3 livres sur le karaté. Funakoshi en avait fait 2. Motobu avait fait le premier, le karaté jutsu. Et puis c'est tout. Et puis il y a ces deux jeunes qui vont à Tokyo, qui viennent de Tokyo à Okinawa et qui prennent des notes parce que c'est quand même des étudiants, donc ils sont habitués, ils ont leur cahier, ils ont leur stylo, ils prennent des notes, ils sont super curieux et ils font donc ce livre qui est relativement important, hein, c'est un livre qui fait dans les 300 pages quand même, sur comment est le karaté à Okinawa en 1929. C'est un instantané de ça. Ouais. Parce que c'était bien, je veux dire, on avait Funakoshi qui enseignait, mais Funakoshi, il représentait un peu quand même sa vision du karaté. Motobu, c'était pareil, c'était sa vision du karaté. Eux, ils ont vu un grand panel d'experts qui incarnaient vraiment le karaté okinawanais dans sa diversité. Et il y a tout ça dans le bouquin. D'accord. Et est-ce que dans le bouquin, ils donnent leurs avis ou c'est juste, ils relatent les faits de ce qu'ils ont vu? Ou oui, voilà, c'est ça en fait. Avec ce qu'ils connaissent déjà? Non, c'est vraiment, c'est comme si qu'ils avaient une caméra et puis qu'ils nous montrent ce qu'ils ont vu. Par exemple, ils parlent des noms des katas. Parce que c'est pareil, les noms des katas, on ne les connaissait pas vraiment. Ils parlent aussi des différentes positions. Hein. Là, je regarde mes notes en fait. Ils parlent par exemple aussi du kumité. C'était quelque chose de relativement nouveau. Il ne faut pas oublier que Funakoshi, le kumité, il ne voulait pas trop en entendre parler. Alors, il y avait Motobu, oui, vraiment, lui mettait vraiment l'accent là-dessus. Mais Motobu, déjà, il n'était pas à Tokyo. C'est ça qu'il faut savoir. Motobu, il était à Osaka. Donc, c'était beaucoup moins important que Tokyo. Puis Motobu, en fait, comme Uechi, ils n'étaient pas un peu underground, mais presque, quoi. Alors que Funakoshi, lui, c'était vraiment dans les universités, avec même dans des cercles intellectuels, des cercles artistiques. Mais il ne présentait pas trop le kumité. Il mettait surtout vraiment l'accent sur les katas. Donc, eux, ils parlaient du kumité.
Ils sont allés voir Kian Chotoku. Kian Chotoku, j'espère que tout le monde sait qui c'est. C'est un peu quand même, Kian Chotoku, c'est une référence pour le Shulite. Il n'y a pas au-dessus que Kian, quoi. Ils sont allés voir Kian et ils ont fait une interview de lui. Et il faut que je retrouve mon petit bouquin. Où est-ce qu'il est? Là. Non, bon, bah, je le trouve plus. Bref. Et donc, en fait, cette interview qu'ils ont fait donc, de Kian, elle a été donc publiée dans le livre. Et moi, je l'ai extraite et je l'ai traduite dans le livre qui s'appelle Pensées et souvenirs des maîtres de Shuli. Voilà. Très bon livre. Donc, grâce à eux, comme ça, on sait de quoi, quand même, ils ont rencontré Kian en 1929, quoi. Parce que Kian, quand j'ai sorti là, mon bouquin Pensées et souvenirs des maîtres de Shuli, Kian Chotoku, je pensais qu'il n'avait pas fait de livre. Donc, il y avait en fait que 2 écrits de lui. Il avait écrit un article dans un journal en 1942, et puis il y a cette interview de 1929. Donc, c'était vraiment très, très précieux. Maintenant, depuis, c'est toujours comme ça. Hein. Quand on fait de l'histoire, les choses évoluent. Il semblerait, c'est même pas il semblerait, on peut être sûr, en fait, Kian avait fait un livre. Il n'a pas été publié ou qui a été publié vraiment dans un très, très peu d'exemplaires. Ouais, donc, ce que moi j'ai écrit il y a 2-3 ans, en fait, maintenant c'est caduc. Non, Kian, il a quand même fait un livre. Voilà. Mais en tout cas, en 1929, il n'avait pas fait de livre. Donc, ces jeunes, là, donc Takada Mutsu et puis Miki, ont permis comme ça aux passionnés de karaté aussi de découvrir Kian Chotoku vraiment en l'interviewant, quoi. Ah, mais c'est, voilà, donc c'est vraiment un livre, c'est vraiment un livre très très important. En parlant de ça, est-ce que tu penses un jour le traduire complètement? C'est un bouquin vraiment qui est ça demande beaucoup de boulot. C'est ça. En fait, souvent les gens me demandent est-ce que je vais traduire des livres de Mabuni ou des choses comme ça. Il y a peut-être des problèmes de droit déjà. Oui. Parce que voilà, hein, déjà il faut acquérir les droits des ayants, c'est ça. Et puis ça demande, c'est un travail énorme quand même, quoi. Oui, parce que les bouquins de Motobu que j'ai traduits, les bouquins de Motobu, en fait, ils sont pas si longs que ça. Les bouquins de Motobu font pas 300 pages. Oui, non, mais c'est pour ça que je venais sur ça, parce que je connais un petit peu la problématique. C'est que ça met longtemps. Après, la niche, ça reste quand même aussi un travail de niche. Et donc, c'est pour des gens d'un monde qui est assez vaste, le karaté, mais tous ceux qui s'intéressent par ses écrits, etc., mais la niche se rétrécit encore un petit peu plus, quoi. Donc, bon, toi aussi, tu dois pouvoir en vivre. Donc, c'est pour ça que c'était une question aussi pour faire comprendre à l'audience que tu ne peux pas tout faire, et parce qu'il faut aussi que tu puisses en vivre. Mais en même temps, t'as permis aussi de publier une partie, donc cette interview, qui est dans les souvenirs des maîtres. Il y a déjà ça, ouais. Oui, non, mais voilà, c'est important. C'est très important. Si on passe sur le deuxième livre, ce livre collectif de là, c'est un pavé, lui. Ouais. Lui, c'est un livre très important. Moi, je l'ai acheté à Naha, ce livre, vers l'an 2000. Il a été réédité en 1991. Ah oui. Je crois qu'on le trouve plus maintenant. Maintenant, au Japon, il est plus édité, donc faut aller chez les bouquinistes. Des fois, sur eBay, on le voit passer à des prix complètement fous, du 3, 4, 500 $. Parce que c'est vraiment un livre. Déjà, c'est un beau bouquin. Voilà, il faut dire ce qui est. Je suis content de vous le montrer parce que je pense qu'il y a peu de gens qui l'ont vu, qui l'ont entre les mains. Voilà, ça, on est vraiment un tout petit nombre, mais c'est surtout un livre très très précieux. Par exemple, il y a des choses comme ça. Il y a des photos de Mabuni, quoi. Des belles photos, je veux dire, c'est vraiment des belles photos avec un bon piqué.
Parce que c'est ça aussi ce qu'il faut dire. Des fois, souvent, dans les rééditions de bouquins, les choses comme ça, les photos commencent à devenir un peu pixelisées. Là, on voit, c'est les négatifs. Peut-être que ça rend pas quand on passe par la caméra, mais il y a un piqué, il y a un contraste sur les photos. Ça fait plaisir, quoi. C'est vraiment des belles photos. Là, c'est les photos de Shiloma Shimpan. Shiloma Shimpan, donc aussi qui fait le Shulité. J'avais interviewé quelqu'un qui est dans la lignée de Shiloma, là, dans le bouquin justement dont tu as parlé, la tête à tête en mer de Chine. Donc ça, c'est Shiloma qui montre en fait des exercices de kumité, tout simplement. Voilà. Donc il y a ça tout au début du livre. Mais en fait, le livre, bien entendu, c'est pas un livre de photos. Là, par exemple, on a Chibana. Chibana Choshin, que j'aime bien qualifier de Funakoshi d'Okinawa, parce que Chibana, il a vraiment eu une action à Okinawa aussi importante que Funakoshi et pendant vraiment très très longtemps. Ça, c'est pour nos amis, comme on est en France et que c'est quand même répandu. Il y a même du karaté de la Wadoryu, en fait, dans ce bouquin. Voilà. Là, c'est Otsuka, là, en fait. C'est le fondateur, là. Ah, c'est Otsuka, là. D'accord. Ouais. Bah oui. Bah, il y avait les liens, puisqu'il avait été élève de Funakoshi. Après, on sait, il s'est un peu brouillé avec lui. Il s'est rapproché aussi de Mabuni. Et puis après, de Motobu. Donc, Otsuka, bien que, on va dire, métropolitain pur jus, en fait, il était dans le milieu du karaté okinawanais. Il n'avait pas le choix, puisque je le rappelle, dans les années 20, de toute façon, le karaté, c'était du karaté okinawanais, de toute façon. On n'en était pas à dire, ah, c'est du karaté japonais, c'est du karaté d'Okinawa. Il y avait un karaté et qui était tenu de toute façon par les Okinawanais. C'était Mabuni, c'était Funakoshi, c'était Miyagi quand il venait par intermittence, c'était Uechi à Wakayama, c'était Motobu, c'était que des Okinawanais de toute façon. Oui, donc, pour que ça évolue, donc pour que ça change et qu'ils se mettent à... Et il y avait donc le petit Otsuka. Je dis le petit parce que par rapport aux autres, il était beaucoup plus jeune et beaucoup moins important. Mais il ne faut pas oublier qu'il était gradé en Jujutsu. Donc, il était comme ça quand même reconnu donc par, on va dire, par ses illustres maîtres d'Okinawa. Il était aussi reconnu par eux puisque de toute façon, il était dans le livre au même titre qu'eux. Voilà. Donc ça, c'est pour le karaté Wado. En plus, je rappelle qu'à l'époque, le karaté Wado-ryu venait tout juste de s'appeler comme ça, puisqu'on est en 1938 en plus. Ouais. Voilà. Et donc, le livre commence, en fait, là... Oui. Ouais, juste avant la Seconde Guerre mondiale, en plus, il sort. Voilà. Et donc, dans ce bouquin, donc, qui est un livre collectif, et ça veut dire tout simplement qu'il y a en gros un chapitre qui est écrit par quelqu'un. Ça commence en fait le livre tout simplement par Funakoshi Gichin. Funakoshi, c'est de là en fait que ça vient. C'est là qu'il y a ces 20 préceptes sur le karaté. Les 20 préceptes sur le karaté. C'est la première fois où ça a été édité, c'est dans ce livre. Exactement. 1938. Voilà. Après, ça a fait son chemin. Mais c'est en 1938 que c'est publié pour la première fois. En plus, c'est c'est manuscrit par le maître lui-même. Voilà, c'est son écriture à lui. Donc il y a les 20 préceptes sur le karaté qu'on connaît tous, karaté ni sentenashi, le karaté comme l'eau chaude, voilà. Mais c'est de là que ça vient. Avec bien sûr, il y a aussi un commentaire, parce que c'est pareil, Funakoshi fournit comme ça donc les 20 préceptes, mais il faut aussi dire à quoi est-ce que ça renvoie. Il y a donc, aussi... Tu me disais que ce collectif était dirigé en fait par Nakasone Sensei. C'est ça. Alors, Nakasone, c'est vraiment, on va dire... Il n'a jamais en fait enseigné le karaté. C'est pas un enseignant, c'est pas un maître de karaté. C'est un Okinawanais comme le montre son nom, Nakasone. La façon dont c'est écrit là,
Donc, la façon dont c'est écrit Nakasone, c'est un Okinawanais. Et c'est vraiment un personnage très, très curieux. Parce que, comment dire, c'est quelqu'un qui est fier d'être Okinawanais, mais il n'oppose pas Okinawa et le Japon. Parce que maintenant, parfois, quand vous êtes à Okinawa, par exemple, vous demandez à des Okinawanais, ah, vous êtes japonais? Non, non, je suis Okinawanais. Hein. C'est, en gros, ils ne veulent pas trop entendre parler du Japon. Lui, non. En fait, pour lui, Okinawa fait partie intégrante du Japon. Le karaté, c'est un art martial du Japon. Donc, il ne faut pas du tout mettre de côté toute cette fierté en fait d'être japonais. Et à l'époque, bien sûr, cette fierté, c'était aussi un peu du militarisme. C'était, comment dire, soutenir le patriotisme, tout ce qui se passait. Je rappelle qu'on est en 1938, tu l'as dit, oui, c'est juste avant la guerre. C'est juste avant la guerre. Voilà, hein, les arts martiaux à cette époque-là, ça servait pas, comment dire, à penser qu'il y avait de l'entraide entre les hommes, des choses comme ça. Non, les arts martiaux servaient à former les jeunes japonais qui allaient finir dans l'armée pour aller faire la guerre, eh bien, dans toute l'Asie, on va dire, du Sud-Est, hein, que ce soit la Malaisie, que ce soit les Philippines, et voilà. Donc, il y a tout ce contexte qu'il faut pas oublier. Donc, Nakasone était dans ce bain-là, mais en même temps, c'était quelqu'un qui avait des idées très progressistes. On pourrait dire qu'il était de gauche. Parce que même après la guerre, ça s'est beaucoup mis en relief. Ça a été vraiment exprimé de façon très forte par lui. Il était très opposé aux bases des États-Unis à Okinawa, par exemple. Forcément. Voilà. Il avait aussi, avant la guerre, il était proche du Parti communiste. Dans le milieu des arts martiaux, c'est pas forcément courant. Donc c'est quelqu'un comme ça qui est très difficile à saisir. Et à l'origine, rien en fait ne l'invitait à être, comment dire, proche du karaté, à faire des actions pour le karaté. À l'origine, c'est quelqu'un en fait qui est dans le monde de l'édition. D'accord. Voilà. Il avait fait un livre sur les 100 lieux à visiter, sur les 100, on pourrait dire, sur les 100 beaux sites touristiques à Okinawa. Il a commencé comme ça. C'était vraiment quelqu'un qui était vraiment fier d'Okinawa, de les fleurs qu'il y avait à Okinawa, de la poterie qu'il y avait à Okinawa, et qui voulait montrer ça comme ça au reste du Japon. Et il a compris aussi qu'il y avait le karaté, qui était comme ça cette expression de la culture d'Okinawa. Et il s'y est intéressé. Et il a commencé à prendre des cours de karaté avec quelqu'un qui s'appelle Toyama Konken. Alors, Toyama Konken, je ne sais pas si nos auditeurs le connaissent. Toyama, c'était quelqu'un aussi d'important. C'était un Okinawanais qui est parti aussi à Tokyo et qui a comme ça développé aussi le karaté. L'histoire n'a pas retenu son nom, mais c'était quelqu'un dans les années, on va dire, dans les années 30, dans les années 40, comme ça, de très important aussi pour le développement du karaté à la métropole. C'est vraiment très, très important, Toyama. Donc, il a appris le karaté avec lui. Et forcément, il s'est aussi retrouvé ensuite à fréquenter Funakoshi, Mabuni. Parce que de toute façon, tous ces Okinawanais qui étaient à Tokyo et à Osaka, ils se fréquentaient. Oui, c'est comme ça, il y avait une communauté. Oui, voilà. L'esprit communautaire et de retrouver leur base aussi d'Okinawa. Et donc, de fil en aiguille, ce Nakasone Genwa, il s'est en fait retrouvé à faire plein de livres sur le karaté. Mais vraiment plein. Soit à en écrire lui, soit à en coécrire. Là, on va parler après du livre de Mabuni. Ce livre-là est coécrit par Mabuni et Nakasone. Il a fait là ce pavé parce que mine de rien, quand on est directeur d'ouvrage, c'est un boulot de fou. Parce que quand on fait juste la participation, si on dit tiens Lionel, est-ce que tu veux écrire dans un livre? Voilà, bon, tu fais ton chapitre. Puis voilà. Mais quand il y a 10 personnes qui font leur chapitre, qu'il faut relire le livre, qu'il faut relire les chapitres,
qu'il faut dire ça va, ça va pas, contacter les éditeurs pour trouver comment. Voilà, c'est un boulot de dingue en fait. Hmm. Et tout ça, il l'a vraiment fait par amour du karaté, par amour d'Okinawa. Donc, sans Nakasone, on peut dire qu'il y aurait la moitié des livres qui sont sortis sur le karaté dans les années 20-30. En fait, ces livres n'existeraient pas. Ouais. Moi, je l'appelle vraiment, Nakasone, c'était le propagandiste, quoi. Hmm. Il a vraiment fait un travail de promotion pour le karaté complètement hallucinant. Oui, surtout qu'en plus, il connaissait pas, et c'est en faisant, comme tu disais, ces livres de découverte de la culture et du paysage et de tout ce qui entoure Okinawa qu'il a découvert le karaté, qui s'est pris d'affection quoi, pour la discipline. C'est Mais ça, rien ouais. ne le destinait à ça, quoi. Rien ne le destinait à ça, mais en fait, comme beaucoup d'Okinawanais, c'est ça aussi qui est important, en fait. C'est ça ce qu'il faut que ceux qui te suivent comprennent bien. Il y avait un endroit très important, en fait, pour le karaté à Okinawa qui s'appelle l'école normale. Hmm. Donc, l'école normale de Shuri, c'était en fait l'école, bah, comme en France, hein, l'école normale, c'est l'école où on apprend à devenir prof. Hmm. Et à l'école normale de Shuri, c'est bien simple, tout le wuzhu du karaté est passé par là. Hmm. Funakoshi. Après, de façon plus récente, par exemple, Tokuda Ambun. Tout le monde, il y avait Yabu qui enseignait Hmm. à l'école normale. Il y a Itosu, bien entendu. Tout le monde est passé soit comme prof, donc de karaté, soit comme élève. Et donc, il y avait le karaté qui était au programme donc, de ses futurs profs. Donc, bien sûr, Nakasone est allé à l'école normale. Hmm. C'était un étudiant de l'école normale, en fait. Donc, déjà, là, il a été exposé à du karaté. D'accord. Alors, bien sûr, on sait très bien que le karaté à l'école normale, c'était pas très folichon. En gros, c'était les répétitions de Tsuki et puis de Kili, quoi. Oui, oui, non, mais Donc, voilà. bon, c'était pas très profond. Mais on était quand même exposé un peu au karaté. Mais comme tu as dit, c'est après, quand il s'est mis à commencer à vraiment se pencher sur la culture d'Okinawa, avoir envie de publier sur Okinawa, c'est là que les choses ont commencé à prendre, quoi. Hmm. Voilà. Oui, le fait de rencontrer les grands, etc., n'a fait qu'accentuer sa passion dessus et de Voilà. devenir un grand promoteur hein, quoi, du karaté à travers toutes ces éditions. Et ce livre a aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'à la fin, il y a quelque chose qui s'appelle Karate-do Kihongata. Alors, Kihongata, c'est les katas fondamentaux, c'est les katas Hmm. de base. Et en fait, souvent, on nous montre cette photo, il faut que je la retrouve vite, cette fameuse photo qui est faussement datée de 1936. Elle, là, hein. Oui. En fait, elle date pas de 1936, elle date de 1937. Et en 1937, ceux qui sont donc présents sur cette photo se sont réunis en fait pour notamment décider de créer 12 katas. Et pas n'importe lesquels, en fait, c'est les katas de base, donc qui s'appellent les Kihongata. Ils sont en fait, c'est un bien grand mot de les appeler kata, puisqu'on peut dire c'est des mini Taikyoku Shodan, quoi. Mhm. C'est vraiment des katas très courts, c'est limite des séquences. Pour justement que les écoliers pratiquent le karaté pour qu'ils assimilent les techniques de karaté à travers 12 séquences, 12 katas courts. Et ces katas, eh bien, ils sont notés dans ce bouquin. Ils sont répertoriés, c'est Parce que génial. c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont disparu ces katas depuis. Regarde, toi, tu es allé à Okinawa, tu n'en as jamais entendu parler. Non, 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 ah non, ils n'en parlent pas, personne n'en parle. Personne n'en parle. Ça a disparu. Il n'y a que certaines branches de la Kobayashi, Shaolin, qui pratiquent les deux premiers. Et sur les 12. Hein. Oui, sur 12, Donc, ça fait pas beaucoup, quoi. ça fait un faible ratio de ce qui est resté. Mais il y en avait 12. C'était comme ça. Il y avait tout le monde qui avait mis la main à la pâte pour créer ces katas,
pour agir pour le développement, pour que le karaté soit encore plus présent dans les écoles. Parce qu'il y avait eu aussi un constat, en fait, on va avoir du mal à le croire, mais dans les années 30, le karaté était mieux développé à Tokyo et à Osaka qu'à Okinawa. Donc, les maîtres d'Okinawa ont fait ce constat, on dit, mais comment ça se fait que Funakoshi-kun, comment ça se fait que Mabuni-kun, ils arrivent comme ça à développer le karaté à des milliers de kilomètres, et nous, chez nous, rien. Ouais. Donc, il faut qu'on fasse des choses. Il faut qu'on fasse des choses. Et ils ont commencé à faire des choses, et c'était, par exemple, créer ces 12 katas. Voilà. C'est avec ça que se finit ce livre, qui est vraiment… Alors, me demande pas si je vais le traduire. Ouais, non, mais… Là, j'aurais vraiment du mal. Il faudrait un miracle. Question. Mais c'est vraiment un livre très important. Ouais. Concernant, tu vois, c'est Kyongata. Donc, est-ce que tu sais un petit peu vers quelles années, en fait, ça a commencé à disparaître, selon ton savoir à toi et non pas un savoir empirique, sachant, mais c'est resté longtemps en place? Moi, je pense pas. Moi, je pense… après la guerre, déjà, ça devait commencer à être un peu moribond quand le karaté a commencé à reprendre après la guerre, vers 49, 53, quoi, on va dire entre 1949 et 1954. Les 5 premières années, peut-être que c'était encore un petit peu à gauche, à droite. Mais il faut savoir aussi que de toute façon, tous ceux qui y a sur cette fameuse photo de 1936, pour mémoire, il y a Kian, il y a Miyagi Chojun, en majorité, ils étaient décédés. Il y a Hanashiro, ils étaient décédés. Donc, en fait, ces maîtres qui avaient un peu le savoir de ce kata, ils n'étaient plus là. Et en fait, il n'y avait que Chibana Choshin, qui était jeune, en fait, lui, en 1937, qui a vécu jusqu'en 1970, quelque chose comme ça, de mémoire. Donc, c'est peut-être pour ça que dans ceux qui le suivaient, ils ont continué à quand même à en pratiquer les deux premiers. Je comprends. Voilà, c'est les seules traces. Mais même à Okinawa, il faut fouiller parce que même si on va dans l'école de Chibana, donc l'école Kobayashi, c'est pas forcé. En fait, les vrais katas de base maintenant à Okinawa et que tu as dû voir, c'est ce qui s'appelle les Fukyugata. Oui, voilà, oui. Voilà, c'est ça en fait maintenant. Voilà. Ouais, ça a muté. Avec le temps, ça a muté. Ça n'a pas muté, ça a été des katas aussi qui ont été faits différemment. D'accord. Puis c'était pas la même fonction. Les Fukyugata, ils sont beaucoup plus longs. Ah oui, déjà, oui. On peut pas dire que c'est juste des séquences pour apprendre à enchaîner Gedambalai et Tsuki au visage. D'accord. Il y a vraiment des choses. On peut vraiment faire. Ouais, voilà. Avec les Fukyugata, on peut vraiment faire des bunkai, il y a des choses comme ça, on peut passer sur des projections même. Là, dans ces séquences, non, c'est boum, c'est Gedambarai et puis c'est Jodanzuki, quoi. Oui, c'est la base. Donc, c'est vraiment des choses simples. Voilà, c'est vraiment de la base, c'est du basique, quoi. D'accord. Ok, oui, donc, ouais. Donc, à reconnaître. Et puis, si vous tombez sur la main, d'un karaté do Taikan de 1938, splendide. N'hésitez pas. Moi, j'aimerais bien mettre la main dessus un jour. Et le dernier livre qu'on va parler, donc, c'est l'ouvrage de Mabuni Sensei, c'est Karate do Nyomon. C'est comme ça qu'on dit? C'est ça. Donc, Karate do Nyomon, lui, en fait, c'est introduction. C'est introduction au karaté. Donc, c'est Mabuni et Nakasone. En fait, on sait, c'est encore ce fameux Nakasone, c'est lui, en fait, qui a façonné le livre. Tout le début du livre, en fait, c'est un peu tout ce qui est théorique. Donc, ça, c'est Nakasone, en fait, qui a écouté ce que Mabuni disait, mais qui l'a remis en forme. Ouais. Donc, par exemple, il y a un chapitre, c'est l'âme du Japon et le karaté. Voilà. Ça, lui, Mabuni, il n'aurait jamais fait un truc comme ça.
Alors que Nakasone, oui. Et la deuxième partie du bouquin, là, c'est beaucoup plus technique. On a vraiment les choses de base, puisque je rappelle, c'est une introduction au karaté. Il y a Mabuni donc, qui montre comment faire. Par exemple, là, on a toutes les défenses. On a les Soto-uke, les Uchi-uke. Il y a le kata Pinang, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, Pinang Sandan, donc ce qui correspond au Heian qu'on connaît dans le Shotokan, qui est décomposé temps par temps. Et puis à la fin, il y a toute une partie sur le kumite aussi. Donc par exemple, aussi bien le kumite de base que les choses plus, voilà, des choses comme ça par exemple. Il y a des choses comme ça. Il y a aussi des choses intéressantes qui sont un petit peu, comment dire, pour amener comme ça le pratiquant à la réflexion. Il y a toute une partie où il est expliqué ce qu'on ne trouve pas en karaté. Par exemple, il est écrit qu'il n'y a pas, par exemple, de technique secrète, de technique profonde en karaté. Qu'il n'y a pas non plus de posture, qu'il n'y a pas de garde en karaté. C'est écrit karate ni kamahe nashi. D'accord. Voilà. Alors, kamahe, c'est la vieille façon de dire que la garde est complètement libre. Voilà. Alors après, il faut lire le texte pour voilà. Et puis voilà. Mais en tout cas, je veux dire, il y a quelque chose comme ça d'accroche pour provoquer quelque chose, pour avoir envie de. Ouais. On revient aussi sur le fameux Karateni Sentenashi. Il n'y a pas de première attaque en karaté. Donc pareil, il y a un commentaire assez intéressant qui dit que oui, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, bien entendu. Que c'est pas pour ça. Et puis on voit que Nakasone, il a toujours comme ça cette approche, cette attaque un peu comme ça. D'homme qui est dans les livres, qui est un peu érudit, parce qu'il dit oui, soit il y a des gens qui connaissent pas le karaté à partir de il n'y a pas d'attaque en karaté et ils vont penser des choses fausses sur notre art martial, soit il y a les pratiquants, donc les gens de l'intérieur, qui eux vont se tromper et qui vont penser que le karaté c'est quelque chose où on est dans la passivité, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment un bouquin qui est intéressant. Bon, malheureusement, bah oui, vous voyez, il est que en japonais. Mais il permet comme ça, Mabuni, avec l'appui de Nakasone, pose comme ça vraiment des bases théoriques sur le karaté. Sans compter qu'à la fin, il y a vraiment des choses intéressantes sur l'aspect pratique. Par exemple, là, c'est Mabuni qui l'écrit, ça on peut en être sûr. Il explique qu'il ne peut pas y avoir de karaté, ça va te faire plaisir à toi, qui est un peu dans le karaté jutsu, qu'il faut qu'il y ait des techniques de luxation et des projections dans le karaté. Bah oui. Voilà. Parce que déjà en 1938, apparemment, il y en avait pour qui le karaté, c'était que de la boxe française, quoi. C'était que du pied-point. Ouais, ben ça existe toujours, hein. Ah oui, bah ça s'est malheureusement amplifié. Mais déjà en 1938, non, voilà, c'était écrit noir sur blanc sur donc les techniques de luxation, sur les clés et les projections. Voilà, c'est tout à la fin du livre, c'est la dernière partie du bouquin. Voilà, c'est là. Il y a une petite partie là-dessus. Voilà. C'est bien, ça fait plaisir aussi de l'entendre et de voir que ça a été écrit il y a bien longtemps, quoi. C'est comme quand, ce livre, les pratiquants disent aussi, tu vois, ouais, non, mais le Shotokan, il n'y a pas. Je fais, oui, mais regardez le livre de Sensei Funakoshi. Il y a du travail. Pareil, hein. C'est pareil, il y en a dedans. Donc, oui, de toute façon, Funakoshi et Mabuni, entre guillemets, c'était pas des jumeaux, mais ils avaient vraiment un parcours très, très similaire, une même façon de concevoir le karaté. Voilà. Alors, ça a été mieux conservé dans l'école Shito, en fait, ce que Mabuni préconisait, qu'en Shotokan, c'est un peu parti dans tous les sens.
Mais ouais, comme tu dis, les pratiquants actuels de Shotokan qui disent non, non, ça, il n'y a pas ça chez nous. Bah non, il suffit de voir le bouquin de Funakoshi de 1935 et puis c'est plié, quoi. C'est ça. C'est ça. Voilà. Hein. Ouais. Comme quoi, c'est après, c'est non, tu rajoutes, c'est quelque chose qui a été rajouté, c'est une évolution. Non, c'est pas une évolution, c'est juste repartir même en arrière. Hein, c'est pour retrouver ce qui a été fait avant et le réinclure, C'est le la base. réinjecter dedans, et le réinjecter à C'est l'intérieur. ouais. C'est vraiment, c'est la base, quoi, en fait. C'est pas, oui, c'est pas comme tu dis, non, non, ils sont allés chercher des choses ci et là à droite, c'est une sorte de MMA. Bah non, pas du tout, puisque ça y était de toute façon. C'est pas un empilage de différentes choses, c'est ça y était. Et moi, c'est ça aussi que j'insiste là-dessus dans mes enseignements, quoi. Ben, bien sûr. Hein. C'est qu'en fait, il y a tout qui est là. Il y a tout. Alors, ça a été caché, ça a été oublié, ça a été exprès mis de côté, je ne sais pas. Mais il y a tout qui est là. Et donc, les personnes comme toi qui essayent après de retrouver les choses et de les remettre en avant, bah oui, ils font un boulot plus que salvateur, puisque c'est pas des inventeurs, c'est juste des redécouvreurs. C'est pas la même chose. Ah non, non, c'est ça. On n'a rien inventé, quoi. On dépoussière et on remet au goût du jour Voilà. avec notre temps aussi. C'est ça aussi, avec les connaissances qu'il y a d'aujourd'hui. Ah oui, ah oui. Être en France en 1923, en 2023, c'est pas être à Chouli en 1923. Hein. C'est bien ça. C'est bien ça le truc. Voilà. Mais même que si tu compares ça avec Choury, mais rien que déjà entre la France de 2023 et de 1923, déjà, c'est pas la même. Hein, c'est pas la même. Hein. Mais Jean-Charles, on arrive à la fin. Je te remercie beaucoup. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Ça permet aussi de voir l'importance de ces anciens ouvrages, d'aller les lire, de découvrir la parole des anciens. Je vous invite vraiment à aller découvrir ces nombreux ouvrages qu'il a traduits en français. Il a fait un boulot de fou. Et n'hésitez pas, si vous ne les connaissez pas. De toute façon, je vous ai mis le lien juste en dessous. Allez découvrir, cliquez, mettez-vous en relation avec lui. Vous pouvez lui commander directement, il vous fera des dédicaces. En plus, il adore ça, il préfère ça. C'est quand même plus sympa. Et donc, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que tu voudrais dire juste là pour terminer? Eh bien, merci en tout cas de m'avoir reçu, Lionel. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Toujours important d'avoir comme ça le point de vue d'un passionné comme toi sur ces choses du passé. Donc, on pourrait penser qu'elles intéressent en fait que les vieux pratiquants qui font que des katas, qui sont un peu dans la pratique sclérosée. Toi, tu es tout le contraire, on le sait bien. Et c'est tout à ton honneur. Et c'est pour ça que c'est vraiment plaisir d'être comme ça chez toi, sur ta chaîne, avec ceux qui te suivent. Ouais. Donc oui, bah écoute, vraiment, moi je pense que c'est important de garder toujours les pieds sur terre, donc de pratiquer. Mais c'est important aussi, c'est ce que je dis à mes élèves, hein, mais c'est important aussi de regarder derrière soi, de voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les maîtres ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont écrit, quelle solution on avait pour un problème en 1925, je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut maintenant l'interpréter en 2025. Voilà, il y a toujours comme ça cet aller-retour entre le passé et le présent, c'est très important. Moi, je suis quelqu'un de plus du présent, mais je sais que le passé, c'est important. C'est pour ça que je fais toutes ces traductions, hein, tous ces petits bouquins qui me demandent du temps, tous ces commentaires. C'est pour partager comme ça cette vision et cette passion. Et j'espère que les pratiquants francophones, puisque c'est ça, moi, mon cœur de cible, c'est ça que j'ai à cœur, eh bien, c'est d'aider les pratiquants francophones, parce qu'on n'a pas beaucoup de textes, en fait, on n'a pas beaucoup de choses sur le karaté en langue française, il faut le dire. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce bouquin, que lui, c'est mon bébé, lui, vraiment, c'est le karaté Kobudo à la source. Là, c'est des années de recherche vraiment personnelle. Autant ces bouquins, c'est des traductions, c'est des commentaires, c'est ma vision de la culture d'Okinawa qui revient dans les commentaires pour vous faire comprendre ce que Lionel disait, tout ce que ces maîtres ont écrit. Ça, c'est vraiment moi à Okinawa qui suis allé quasiment dans chaque dojo, j'exagère,
mais qui est vraiment regardé, fait des travaux de terrain, qui est allé dans des bibliothèques, qui a vraiment fait un gros travail pour présenter le karaté d'Okinawa et les kobudo, qu'il ne faut pas oublier, parce que vous voyez, il y a quand même les sai. Hein. Qu'est-ce que ces deux arts martiaux? Quels sont, à quoi est-ce qu'ils correspondent? Qu'est-ce qu'ils nous montrent à l'heure actuelle au début du XXIe siècle? Voilà. C'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça qui me plaît, parallèlement bien sûr à mon enseignement des arts martiaux traditionnels, du karaté uechi et des Okinawa kobudo. Voilà, c'est pour ça je pense qu'avec Lionel on s'entend bien parce qu'en fait on a un peu la même vision en fait. Hein. Oui, mais moi je dis souvent, tu vois, c'est pour savoir où tu veux aller, il faut d'abord que tu saches d'où tu viens. Exactement. Donc, connaître son passé, c'est important et c'est personnel, mais aussi dans sa pratique, connaître d'où les autres sont passés, essayer de comprendre ce qu'ils pouvaient bien avoir en tête pour essayer de comprendre où est-ce qu'ils voulaient aller et non pas faire exactement les mêmes choses, mais essayer de comprendre la Tu as logique, la parfaitement réflexion. raison. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à le retrouver, à laisser un commentaire, à liker, à partager. À très très bientôt et n'oubliez pas, il y a plein d'autres interviews, que ce soit en replay ou en format podcast sur toutes les plateformes. Merci beaucoup. À très bientôt, Jean-Charles. Merci. À bientôt, À bientôt. Ciao. bientôt.